verte, Metz, ville verte, Metz, ville verte. La présence des hommes remonte à une période non déterminée, avant l'âge du bronze, entre 1800 et 1400 avant Jésus-Christ. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, une tribu celte, les Médiomatriques, occupe la région. Ils installent leur siège sur la butte de Sainte-Croix. Mais laissons cette époque au passé un peu sombre et lançons-nous maintenant dans l'aventure de Metz à travers les siècles. Rome, avec Jules César, va conquérir la Gaule. La région est rattachée à la province de Gaule-Belgique. Rome va amener sa culture, son administration. Mais oui, comment s'appelle donc cette ville ? Grâce à une longue période de paix au 1er et 2e siècle et à sa situation privilégiée, la ville devient le premier centre urbain de la région. Prise entre la Seille à l'est et la Moselle au nord et à l'ouest, au carrefour de deux axes importants, Lyon-Trèves, qui emprunte les rues actuelles rue Serpenoise, rue Taizon, rue des Trinitaires et rue Marchand, et l'axe Reims-Strasbourg par la Fournie-rue et la rue Mazet. À l'extérieur de la ville était construit l'amphithéâtre sous la gare actuelle, l'un des plus grands de l'Empire. Il comptait jusqu'à 25 000 personnes. Des raids de tribus francs et d'alamans dès la fin du IIe siècle justifient la création d'une enceinte tout autour de la ville. On trouve au musée de Metz de très belles sculptures témoignages de cette riche époque, des stèles funéraires dont certaines ornent encore des façades de la ville comme sur la place Jeanne d'Arc. Parmi les vestiges, on peut noter également des thermes qu'on découvrira dans le musée. Le plus beau vestige encore visible est constitué par Saint-Pierre au Nonain, basilique civile, datant du 3e et 4e siècle. Plus tard, elle sera transformée en église. Une abbaye viendra la compléter au 6e siècle. Le christianisme se développe au 3e siècle. Le premier évêque Saint Clément, connu à Metz pour avoir débarrassé la ville du monstre appelé le Graouli, installe le premier culte dans l'ancien amphithéâtre à l'extérieur de la ville. Ce n'est que plus tard que l'oratoire Saint-Étienne, à l'emplacement de la cathédrale actuelle, deviendra le nouveau lieu de culte. Dans les années 400, les légions romaines quittent la Gaule et plus personne ne peut s'opposer aux invasions de Gaule. Les Vandales, les Alains, les Suèves et les Burgondes, sans oublier l'attaque des Huns avec Attila qui amène une terrible destruction. En l'an 476, l'Empire romain d'Occident n'existe plus. L'unité de la Gaule est reconstituée avec Clovis. À sa mort, son royaume est partagé entre ses trois fils. Thierry Ier reçoit l'Austrasie. Metz en devient bien vite la capitale et occupe alors 5 à 10 000 habitants. Parmi les personnages qui ont marqué, on retiendra la fille du roi des Visigoths, Brunehaut, qui devient reine d'Austrasie, et Pépin III, dit le bref descendant de Arnoul, évêque de Metz, et Béga, fille d'un aristocrate. Il prend le titre de roi et devient ainsi le premier roi de la dynastie carolingienne, mettant fin à toute une série d'intrigues et crimes chez les dirigeants d'Austrasie. En 843, à la mort du fils de Charlemagne, Louis Ier le Pieux, cet empire est partagé. Lothaire Ier dispose de la partie centrale. Lui-même partagera entre ses trois fils en l'an 855 et crée ainsi la Lotharingie. Convoitée par les Carolingiens de France et ceux de Germanie, elle passera d'une autorité à l'autre. Les luttes de pouvoir successives la ramènent au rang de duché, rattaché politiquement à la Germanie.
Bien protégée par ses remparts romains, Metz restera à l'abri des destructions et pillages. Profitant de ces périodes, l'évêque va accroître considérablement son pouvoir. En échange de l'instruction qu'il donne, des hospices qu'il crée et entretient, les rois et empereurs successifs lui accordent de plus en plus de privilèges. L'administration, la justice, la création des lois et celle de la monnaie lui reviendront. Les églises et abbayes se multiplient. Metz comptera jusqu'à 67 lieux de culte. La plupart des églises et cloîtres encore en place à ce jour trouvent leur origine dans cette période. L'église Sainte-Ségolène sur la place Jeanne d'Arc date du XIIIe siècle. La façade, le style gothique, a été refaite en fin du XIXe siècle. Les statues sont du même sculpteur qui refera la façade de la cathédrale. Ici, l'église Saint-Martin. L'abbaye de Saint-Vincent date de 968. Elle est aujourd'hui occupée par le lycée Faber. L'église Saint-Vincent est construite entre 1248 et 1376. La chapelle des Templiers, qui fut construite au XIIe siècle par les chevaliers du Temple, son originalité et sa forme octogonale. L'abbaye de Saint-Pierre aux Nonains, qui jouxte la basilique que nous avons déjà décrite. On trouve à l'intérieur de l'église un magnifique chancel du VIIe siècle. Une autre partie du chancel est conservée dans le musée de Metz. Quant à la cathédrale actuelle, elle fut entamée en 1220 et sa construction durera 3 siècles. Au départ, à son emplacement actuel se dressait l'oratoire Saint-Clément. La première cathédrale date de 570. La seconde date des Xe et XIe siècles. Elle était de style roman. La troisième en date est celle que nous connaissons. Elle résulte en fait de la conjugaison de 2 églises. Dans l'une de ces hautes tours, elle renferme la cloche appelée l'amute qui servait à ameuter les habitants en cas de danger. La cloche pèse 9 tonnes 8. Le portail ouest connaîtra une première transformation en 1764. La restauration en fin du XIXe siècle lui donne son aspect définitif en style gothique. Cette restauration concernera également la toiture rehaussée de 4,50 m, la démolition des arcades côté place d'Armes et l'achèvement de la tour du chapitre pour des raisons de symétrie avec la tour de la Mute. La hauteur de la plus haute tour, celle de la Mute, est de 88 mètres. La cathédrale mesure en longueur 123 mètres. La cathédrale est éclairée grâce à ses très nombreux vitraux qui s'étalent sur plus de 6000 m². De nombreux styles se sont succédés, dont celui récent des années 1950 du peintre Jacques Villon et de Marc Chagall. À l'intérieur, la voûte s'élève à 42 mètres. À l'époque médiévale, la cathédrale était entourée des bâtiments du clergé, ce qui masquait en particulier son portail côté ouest. Une république oligarchique de 1234 à 1552. Metz, évêché, reste en théorie rattaché au Saint-Empire germanique. Aussi la lutte entre la papauté et le Saint-Empire, ce qu'on a appelé la querelle des investitures,
va affaiblir considérablement le pouvoir épiscopal. La haute bourgeoisie, qui réclamait une participation à la gestion de la ville, va en profiter et acquérir des pouvoirs d'administration sur la ville et les faubourgs. Lorsque l'empereur de l'Empire germanique fait fuir l'évêque pendant quelques années, la bourgeoisie prend la justice à son compte et crée le comité des 13 jurés qui allait devenir le conseil suprême de la ville en association avec l'échevin. Le tournant est définitivement pris quand l'évêque d'Apremont est vaincu par la bourgeoisie lors de la guerre des Amis. En 1234, l'indépendance des bourgeois est reconnue et marque un tournant considérable. Metz va connaître une situation sans comparaison en Europe. On parle de république oligarchique. Ce nouveau pouvoir réussira à maintenir l'indépendance de la ville vis-à-vis de l'extérieur durant 3 siècles. Le pouvoir est entre les mains de quelques familles, Les grands de la ville. Qui sont égaux à la petite noblesse. Ils forment des associations comprenant les vieilles familles entourées de leurs amis et parfois clients. Au début, ils s'associent essentiellement par quartier, comme Juru, Outreseille, Porte-Moselle, Port-Sailly et Saint-Martin. On les nomme les parèges. Les parèges se transmettent leurs titres de père en fils et créent une oligarchie fermée, seulement ouverte à des riches familles extérieures. Les 5 parèges de la ville s'unissent pour conduire les affaires de la ville. Leur pouvoir d'administration s'étendra assez loin dans les campagnes, jusqu'à Briey, Fontoy, Thionville, Pont-à-Mousson. Les autres bourgeois n'ont qu'une représentation limitée. Le maire de la ville, appelé maître échevin, et le conseil des 13 vont détenir tous les pouvoirs que possédait auparavant l'évêque. Administration, justice, loi et monnaie. La ville s'agrandit. En l'an 1300, elle compte 30 000 habitants. Des remparts la protègent, qui ont remplacé ceux de l'époque romaine. Ils sont fortifiés et comptent 38 tours et s'étalent sur une longueur de 6000 mètres. Sur ce plan, on y voit certaines portes assez connues comme la porte des Allemands, la porte Mazelle, porte Saint-Chébaud, porte Serpenoise, porte d'Enfer. Chaque corps de métier prend en charge une de ces tours. De ce rempart, il subsiste quelques traces, comme par exemple la tour du Diable, au confluent de la Moselle et de la Seille, ou encore la tour Camoufle, près de la rue Foch, qui date de 1437. La plus importante, encore en place à ce jour, est la porte des Allemands. Son nom vient d'un hôpital tout proche que les chevaliers teutoniques élevèrent en 1240. Les 2 tours ici visibles datent de 1230. L'extérieur, à droite, elle date de 1445 et une dernière transformation fut achevée en 1550. De l'aristocratie sont somptueuses. Les luttes entre parèges et les révoltes des gens de métier entraînent la fortification des hôtels particuliers. L'architecture est très caractéristique avec les façades de maisons aux murs écrans crénelés qui masquent la toiture. L'hôtel Saint-Livier, ici visible sur l'image, appartenait à la famille Gournay. Il possède une tour semblable à un donjon d'inspiration florentine. Il est le plus ancien bâtiment civil de Metz. Voici une autre maison de la place Sainte-Croix. Elle fait face à celle occupée aujourd'hui par la maternité de Sainte-Croix. L'hôtel de Gargan, en Exirue, où l'on retrouve à nouveau la façade crénelée typique de cette époque. On trouve le même modèle à la place Saint-Louis, centre d'un commerce florissant.
La plus belle maison de Metz est l'hôtel des Heu, rue de la Fontaine, qui date du XIVe et XVe siècle. Cette famille allait jouer un rôle important car elle fera appel au roi de France en 1552. La Renaissance n'a fait qu'effleurer Metz. En effet, le style ogival flamboyant l'a précédé. Voici la maison des quatre têtes, toute proche de la place Saint-Jacques. Les bustes originaux sont conservés dans le musée de Metz. Et ici, un dessin de la magnifique maison du Passe-Temps dont il ne reste plus qu'une tour près de la Moselle. Les intérieurs sont également riches. Par exemple, cet intérieur, reconstitué au musée, correspond à une maison de la rue des Clercs, mise en évidence lors de la création de la nouvelle rue il y a quelques années. Ou encore cet autre intérieur de l'hôtel Philippe de Gronet, maître échevin au XIIIe siècle, retrouvé rue La Salle. Les plafonds pouvaient être peints. Vous découvrez ici le plafond décoré de l'hôtel du Vouet datant de 1225. Le Vouet était le comte de Metz. L'Église n'avait plus d'autorité sur la ville, mais la période de construction de nouveaux édifices religieux se poursuit. Ici, on voit le cloître des Récollets, bâti en 1220 sur la butte de Sainte-Croix. Il occupe aujourd'hui l'Institut européen d'écologie. Le cloître des Récollets, avec son réfectoire, aux poutres de bois. Et voici la façade de l'hospice Saint-Nicolas en gothique flamboyant datant du XVe siècle. Et là, ce sont des parties du couvent des Grands Carmes, construit fin du XVe siècle et qui disparaîtra au XIXe siècle. La ville est prospère, ce qui fait dire à l'époque Il n'y a pas jusqu'à Constantinople, quelque part que ce soit, une cité plus riche et plus prospère. Dans le domaine économique, la période est florissante. Les produits transitent par la Moselle au Rhin-Port face à la préfecture actuelle. Beaucoup de produits font la richesse de la ville. Les céréales, la vigne qui donne un vin fort apprécié, la tannerie, la draperie et bien d'autres. L'industrie lainière fournit des produits recherchés dans tout l'Occident. Seule la ville de Florence rivalise avec Metz. Le témoignage de la prospérité économique se trouve dans le bâtiment construit en 1457 pour servir de grenier de la ville, rue Chèvremont. Il abrite aujourd'hui le musée de Metz. Malheureusement, cette prospérité ne durera pas. En fin du XVe siècle, plusieurs calamités entament la décadence de la ville. C'est tout d'abord la grande jacquerie par les gens de métier, suivie d'autres agitations. C'est la guerre menée par les nobles des comtés voisins. Même si Metz reste inviolée grâce à ses remparts, sa prospérité est entamée. Et c'est surtout les maladies, pendant plus de 40 ans. L'aristocratie des Parèges, qui comptait 330 familles en 1430, n'en compte plus que 25 100 ans plus tard. Cette caste reste pourtant toujours fermée. Aucun renouvellement ne se fait, comme ce serait nécessaire pour bien diriger la ville. À l'extérieur, la convoitise de cet évêché se précise, les ducs de Lorraine, les ducs de Bourgogne, le roi de France Henri II et l'empereur de Germanie Charles Quint. À l'intérieur, l'opposition entre catholiques et réformistes aggrave la situation. La cité ne peut plus conserver sa neutralité et son indépendance. Finalement, le courant en faveur de la France va l'emporter. La famille des Heu, chef de file des protestants, en lutte contre Charles Quint, fait appel au roi de France Henri II. Ainsi, en avril 1552, le connétable de Montmorency, avec 600 hommes, entre à Metz. L'occupation de 1552 place Metz dans le giron de la France. Charles Quint ne veut pas abandonner les 3 évêchés, dont celui de Metz. Il réussit à régler les conflits internes et allie les princes allemands. Il peut ainsi organiser la reconquête dès octobre 1552. Henri II, prévoyant une offensive, envoie François de Lorraine, duc de Guise. Celui-ci juge les défenses insuffisantes. En quelques mois, il fait dégager les abords de la ville. Il fait également démolir les églises à l'intérieur de la ville, celles qui gênent la défense. 7 bourgs disparaissent, 14 abbayes et 21 églises.
le Sablan, les abbayes de Saint-Clément et Saint-Arnoux. Dans la ville, seules les personnes utiles peuvent rester. Dès octobre, les troupes de Charles Quint encerclent Metz avec une force de 60 000 hommes. Côté français, la garnison comprend seulement 6 000 hommes. L'hiver, la désunion et la maladie parmi les troupes assaillantes, mais également la préparation et la détermination des Français et des Messins font échouer les attaquants. Charles Quint doit abandonner face à Metz. Aucun traité ne précisera le rattachement de Metz. Il faudra attendre la fin de la guerre de 30 ans, par le traité de Westphalie en 1648, pour que l'empereur germanique entérine le rattachement de l'évêché à la France. Les Lorrains seront loyaux et sincères dans leur ralliement après 1552. Henri II avait fait serment de respecter les privilèges de la cité. Ses successeurs installent progressivement et discrètement leurs institutions. Ceci est facilité par l'affaiblissement des parèges. Ils ne sont plus que 3 familles. L'évêque est rétabli dans ses droits. Le gouverneur militaire, protecteur de la ville, aura un pouvoir grandissant. Metz étant une ville frontière, le roi de France y maintient une forte garnison. Il fait construire une citadelle dès 1564. On voit ici le magasin à vivres. Cette construction entraîne malheureusement la destruction du quartier le plus riche de la ville, en particulier les abbayes de Saint-Pierre et de Sainte-Marie et la porte serpenoise. Louis XIII impose la souveraineté du roi à Metz. L'édit royal de 1630 porte création d'un parlement. Sous Louis XIV, lors de la guerre de 30 ans, la position de Villefranchère la rend vulnérable. Et la maladie, la peste, ajoute au malheur de la ville. La population tombe à 3 000 en 1643. Elle n'atteindra 15 000 qu'en milieu du XVIIe siècle. La fin du XVIIe siècle marque le renforcement des fortifications suivant les plans de Vauban. On voit ici le palais de justice. Comme la plupart des bâtiments de cette époque, le palais de justice a un aspect militaire prononcé. Les vieux remparts disparaissent et font place à un nouveau rempart au tracé comparable. Le XVIIIe siècle va également fortement marquer la ville. Le duc de Belle-Île, gouverneur de 1733 à 1761, transforme Metz. C'est aussi le raccordement de la ville haute à l'île Chambière et à l'île du Petit-Saucy. Son nom est dû à la présence de saules. On y réalise le théâtre en 1753 qu'on voit ici, et l'hôtel de l'intendance reconstruit en 1806 suite à un incendie. Cet hôtel occupe aujourd'hui la préfecture de Metz. C'est aussi le dégagement de la place d'Armes. On y trouve l'hôtel de ville, avec ses 21 portes dont 9 avec grilles de fer forgé, le corps de garde, et à l'opposé, ce qui aurait dû être le palais du Parlement. Lorsqu'on pénètre à l'intérieur de l'hôtel de ville, on y découvre ce magnifique escalier avec une rampe à double maille qui permet d'accéder à l'étage supérieur à partir de la salle des pas perdus, qui est ce vestibule. L'escalier à double maille est dû à Joseph Cabossel et Pierre Janin. Les 2 statues représentent l'une la justice et l'autre la prudence. En pénétrant dans la salle du conseil municipal, on peut voir de magnifiques vitraux. Ici, foulant l'aigle germanique, le duc Henri de Guise, vitrail dû à Louis Maréchal au XIXe siècle. Le XVIIIe siècle est ainsi le siècle du renouveau intellectuel et économique. La population atteint 36 000 personnes à la veille de la Révolution de 1789. Bien qu'enserrée dans ses remparts, la ville comptera jusqu'à 47 000 habitants en 1866, sans compter la garnison. Après la Révolution de 1789, les médecins adhèrent avec enthousiasme à la République. Cette période voit la disparition d'églises et de la citadelle. La création de l'esplanade date de 1816. La cascade avec rocade, ici sur la photo, sera créée plus tard pendant l'annexion. Et en 1860, lors de la réalisation du parking souterrain, l'esplanade est transformée en jardin à la française, avec la nymphe 1869, statue du médecin Charles Pet, et le cheval de 1841.
Des portes furent reconstruites telle la porte Serpenoise. La rue issue de la porte Serpenoise devient l'axe principal avec ses riches hôtels particuliers qui y sont construits. La place Royale, actuelle place de la République, la rue Serpenoise et la rue des Clercs deviennent le centre actif de la ville. Le XIXe siècle marque un renforcement du rôle de ville de garnison et encore une fois une transformation malheureuse de la ville. Démolition de l'église gothique des Grands Carmes pour construire l'école régimentaire d'artillerie. À l'extérieur de la ville, 4 forts devaient faire face à la puissance militaire grandissante de la Prusse: Queuleux, Saint-Julien, Plappeville, Saint-Quentin. Ici, une façade rénovée, 22 en ex-rue, qui date de 1853. À la veille de la guerre de 1870, Metz rayonne intellectuellement et culturellement par ses nombreuses écoles, son académie, le théâtre. L'école de peinture atteint un haut niveau sous la direction de Louis Maréchal. Louis Maréchal dont on voit le portrait ici sous forme de vitrail. Économiquement, des transformations s'opèrent. La vigne diminue, remplacée par la mirabelle et la fraise. Et les barrières douanières expliquent le déclin d'activités telles que la draperie, débouchés rhénans fermés. Sous-estimant son adversaire, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. De nombreuses batailles se déroulent en Lorraine, à Gravelotte, à Saint-Privat, et Metz subit un blocus. Le maréchal Bazaine ne mettra pas suffisamment d'énergie dans la lutte. Il livre Metz aux Allemands après que l'empereur se soit fait prisonnier à Sedan. La rançon de la paix et l'annexion de la Moselle et de l'Alsace à l'Allemagne. La région et la ville vont subir l'empreinte germanique. Pendant 30 ans, la ville connaît peu de transformations, hormis les casernes de briques rouges telles Ferrodi, Rapnel de la Rue, Barbeau, Hôpital-Le Gouest. Metz comptera jusque 25 000 militaires. Au début du XXe siècle, les transformations sont enchaînées. La population commence à augmenter et la ville doit s'étendre. Une ville neuve germanique se crée. Rue Joffre, rue Clémenceau, de Haute-Cloque et la rue Foch, construite sur les anciens fossés, où l'on y trouve plusieurs de ces maisons en grès rose. Avec l'annexion de villes telles que Planchères, Queuleux, devant les ponts Sablons, la ville compte jusque 90 000 habitants en 1914. Les remparts et les fossés disparaissent après que l'empereur Guillaume II ait donné son autorisation. Les portes Mazel, Saint-Chébaud, de Chambières, de Thionville, de France sont démolies. La porte Serpenoise est épargnée de justesse. Elle connaît une légère transformation avec la création des 4 tourelles en partie supérieure. Dans l'ancienne ville, les bras de la Seille sont asséchés, ce qui fait créer une nouvelle rue, la rue des Tanneurs. En 1905 est créé l'hôtel du commandant du 16e corps. C'est l'actuel palais du gouverneur. C'est un château de style de transition entre le gothique et la Renaissance allemande. Et voici le temple de la garnison, dont la flèche à 92 mètres de hauteur rivalise avec la plus haute tour de la cathédrale. Ce temple sera bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et il ne reste aujourd'hui que la tour. Et voici un bâtiment datant de 1914 dans la rue du Petit Palais. Allons maintenant du côté de la gare, avec ses immeubles de style germanique. Quant à la gare, elle est construite en 1873. Elle remplace la toute première gare de 1852, qui a été construite en bois, car les militaires à l'époque n'admettaient pas de construction en dur dans cette zone. À voir ces constructions, on pourrait croire que la greffe allemande a réussi en 48 ans d'occupation. La réalité est tout autre. Près de 40% de la population quitte Metz après 1870. L'élite intellectuelle, la grande bourgeoisie et les magistrats en particulier vont rejoindre les villes de France. Nancy profitera beaucoup de cet exode. Les immigrants les remplacent progressivement en nombre. En 1890, Metz compte la moitié d'immigrants allemands. Souvent, ils arrivent pour faire fortune puis repartent. Ainsi, 2 populations vont se juxtaposer, resteront bien distinctes, méfiantes l'une de l'autre. Et les Messins de souche croient que l'annexion restera de courte durée. Ils pratiquent la protestation systématique. L'Alsace et la Lorraine, représentées au Parlement allemand,
le Reichstag, n'éliront que des députés protestataires. Le premier d'entre eux pour Metz est Monseigneur Dupont des Loges. À leur première participation au Parlement, le porte-parole prononça « Un contrat ne vaut que par le libre consentement des deux contractants. » Or c'est l'épée sur la gorge que la France saignante et épuisée a signé notre abandon. Nous ne trouvons dans les enseignements de la morale et de la justice rien, absolument rien qui puisse faire pardonner notre annexion à votre empire. Et notre raison se trouve en cela d'accord avec notre cœur. Notre cœur, en effet, se sent irrésistiblement attiré vers notre patrie française. De siècles de vie et de pensée en commun créent entre les membres d'une même famille un lien sacré qu'aucun argument et moins encore la violence ne saurait détruire. Transformer les annexés en bons Allemands reste une tâche impossible. Ni les représailles de 1885, ni l'interdiction d'enseigner le français dès 1887, ni la pratique du français pour les actes officiels à partir de 1889 ne réussiront à transformer les Lorrains. La protestation ne portant pas ses fruits et les Messins réalisant qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes, ils se lancent dès 1890 dans une nouvelle composition, le compromis pour viser l'autonomie, et le patriotisme reste toujours vibrant. Un autre témoignage de l'empreinte germanique est le temple protestant, place de la Comédie, d'un roman rhénan. Il est construit en 1904 et s'inspire de la cathédrale de Spire, mais en taille plus réduite. Enfin, en 1918, c'est la libération de la ville et le rattachement à nouveau à la France. La ville doit à nouveau se lancer dans une reconquête. Reconquête démographique, car la population a chuté suite au départ des immigrants allemands. En 1921, la ville compte 62 300 habitants. Quelques bâtiments sont créés, telle l'église Sainte-Thérèse avec sa haute flèche. Reconquête économique, mais la présence de la ligne Maginot, proche, ne rassure pas les industriels. Enfin, reconquête administrative. Le commissariat général de la République est laissé à Strasbourg jusqu'en 1925. La Seconde Guerre mondiale porte un nouveau coup avec le rattachement de l'Alsace et de la Moselle à l'Allemagne en mai 1940. Nouvel exode pour les peuples. Les Allemands ont tiré enseignement de l'échec de la germanisation d'avant 1918. Ils pratiquent avec brutalité la terreur, les expulsions et les déportations. Pour survivre, il fallait parler allemand et se taire. Metz recevra la croix de guerre avec palme pour ce qu'elle aura payé durant ces années d'annexion forcée. L'après-guerre est marquée par une stabilité politique. Metz connaîtra seulement deux maires, Raymond Mondon de 1947 à 1970, 2 fois ministre, puis Jean-Marie Roche. Elle est caractérisée par une grande expansion économique de la Moselle grâce au charbon et à la sidérurgie. Cela crée une poussée démographique considérable. De 70 000 personnes en 1946, Metz passe à 113 600 personnes en 1968. Les plans de construction et d'assainissement se multiplient. Les quartiers sont décrétés insalubres. Ils sont abattus avec un choix de destruction totale, sans sauvegarde des quartiers pittoresques. Les quartiers des Roches en 1952 disparaissent et les riches demeures des 16e à 18e siècles du quartier Saint-Ferrois, l'hôtel gothique de Perpignan ou le champ à Seille avec ses caves gothiques sur colonnes qui fait place à la place Coilin ici sur les images. Voici le champ à Seille tel qu'il existait auparavant. Les immeubles sans aucun style fleurissent dans la ville. L'opinion publique, sensibilisée par la campagne de l'association Renaissance du Vieux-Metz, s'alarme de ces destructions en fin des années 1960. En 1975, la décision est prise de classer 22 hectares du centre-ville pour les sauvegarder. La qualité de la ville est privilégiée. Un lac artificiel est même créé tout près du centre-ville. Les nouveaux quartiers sont créés dans le centre-ville, tels que la nouvelle rue ici, ou encore le centre Saint-Jacques, en plein centre de Metz.
voit le quartier des tanneurs rénové. Le quartier est reconstruit avec des maisons très typiques, très hautes, un peu à l'identique de ce qui existait au début du siècle encore dans le quartier des tanneurs. C'est aussi le Pontifroy. Les nouveaux immeubles à l'aspect assez agréable côtoient anciens bâtiments tels que cette église. En 1976, le quartier des Roches est rénové. Et là, on voit le port Saint-Marcel avec des édifices qui imitent très bien les bâtiments anciens. Et on remarquera l'Arsenal, ensemble rénové sur l'emplacement de l'ancienne citadelle. Des salles de spectacle sont construites dans l'ancienne caserne militaire. La grande salle de spectacle est fortement inspirée d'une célèbre salle de Vienne. Quel avenir on me réserve? Ne trouve-t-on pas une réponse sur le site Metz Technopole 2000? Les responsables de Metz ont fait un choix. Ils ont fait le pari sur la formation des hommes, ils ont fait le pari sur les nouvelles technologies. Toutes ces installations en témoignent.